Salut Fabrice. Salut, salut. Très très heureux de te revoir depuis quelques temps déjà, parce que c'est pas la première fois qu'on fait une interview ensemble. Moi, je crois que c'est le 3e exercice ensemble, ouais. Sur des sujets différents à chaque fois en plus. C'est cool. Ben, c'est vrai, ouais. Et bah écoute, merci en tout cas d'être présent sur ce nouvel épisode de TechSource. Donc TechSource, je le rappelle, c'est je vais au-devant d'experts de la tech, de l'innovation, du numérique, et puis je leur demande les sources qu'ils utilisent au quotidien, les sources de veille, les lectures de livres, de blogs, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils utilisent aussi comme app. Donc Fabrice, moi je te sais d'une très très grosse culture autour de quelques sujets, dont le personal knowledge management, enfin la gestion des connaissances personnelles, mais pas que. Je te propose de commencer par un petit vrai ou faux. T'en profiteras pour te présenter un peu. Alors, vrai ou faux, tu es un grand sprinter en France? Faux. J'étais un grand sprinter, mais je le fais quasiment plus maintenant. C'est vraiment très léger. Ok, d'accord. Pas loin. Ouais. Tu parlais pour le design sprint, c'est ça l'accompagnement donc cette session de travail sur 5 jours qui permet d'accompagner un challenge jusqu'à prototyper des solutions. Ouais. Je le fais beaucoup moins qu'avant maintenant. Ça reste dans ma boîte à outils, mais je le fais beaucoup moins. Ouais, t'as pas mal à faciliter de ce genre d'atelier, quoi, qui. Ouais. Pendant 8 ans à peu près, j'ai dû en faire une 60aine à peu près. C'était vraiment à l'époque l'une des manières de travailler avec des équipes pour être le plus efficace en collaboratif, quoi. Qui est toujours très efficace, mais il y a plein de choses à faire en amont avant de faire ça maintenant, et c'est un peu là-dessus où je me focus. Ok. Alors aujourd'hui, tu développes plutôt un second cerveau, c'est ça? Tu es. Ouais, ça c'est vrai. Et t'es pas mauvais là-dessus, et ça va être l'objet, j'imagine, de pas mal dans de l'épisode. Le second cerveau, c'est toujours pour dans un monde où il y a tellement d'informations à capter, et surtout dans des métiers que je pourrais développer après, qui est vraiment sur de l'accompagnement général d'entreprise. Tu captes tellement de choses que du coup, à un moment donné, tu peux pas tout garder en mémoire, sinon tu es en surcharge cognitive. Donc, il faut réussir à servir de l'ordinateur, du numérique pour pouvoir supporter ça. Sans pour autant compter que sur lui, mais quand même, c'est très très utile. Et pour ça, en fait, tu vis dans un archipel, vrai ou faux? Vrai, ouais, exactement. Un collectif de travail qui est centré sur l'accompagnement des transformations, justement, des modèles d'organisation, engagés autour de sujet de la transition écologique de manière un peu plus large. Et donc, plein de gens, de plein de mondes différents, avec plein de manières de penser différentes. Donc, le second cerveau est utile aussi pour ça, pour pouvoir continuer à bien comprendre comment tout ce petit monde fonctionne et faire le lien aussi entre les gens et les pensées. Et une petite dernière pour la route vrai ou faux, tu es devenu youtubeur. Tu es désormais un creator, comme on dit. Ouais, oui. Après, un petit créateur qui essaye de faire des petits contenus qui peuvent être sympas pour qui est intéressé et qui est curieux. Ouais. En tout cas, on partagera ta chaîne à la fin de l'épisode, mais voilà. Donc, vous voyez un peu, alors rapidement, qui est Fabrice. Peut-être un peu plus, si tu peux nous dire les 2-3 champs de veille sur lesquels tu es, parce que tu es à l'entrecroisement d'objets qui sont pas forcément évidents entre eux. Tu es sur le second cerveau, en tout cas la gestion des connaissances personnelles. Tu es sur quoi d'autre, en fait? En gros, il va y avoir 3 piliers principaux. Celui que tu viens de dire sur le knowledge management, parce que quand tu bosses sur plein de sujets, tu as besoin de pouvoir gérer beaucoup de data, de l'organiser, de la structurer, et surtout de la rendre utilisable. Donc ça, c'est une grosse partie. Donc il va y avoir de la veille sur les outils, mais aussi sur des méthodes et aussi sur tout ce qui tourne autour de la connaissance en général. Tout ça, ça devient de la ressource pour pouvoir travailler sur le deuxième pilier qui est sur le project management, donc vraiment tout ce qui est gestion de projet. Donc, tu parlais du sprint tout à l'heure. Le sprint, c'est une des méthodes de travail pour faire de la gestion de projet. Après, il y a plein d'autres trucs, il y a de l'agilité, il y a plein de choses. Il y a le travail asynchrone aussi, si on revient sur la partie plus tech ou quoi que ce soit. Et tout ça, c'est du coup pour faire en sorte que les humains ils puissent faire des choses qui ont du sens. Et donc, les choses qui ont du sens pour moi, c'est le 3e terrain de veille qui est sur comment est-ce que les humains peuvent avoir une approche qui est vraiment holistique sur ce qu'ils font. Donc, l'approche systémique.
Donc, Ouais. de se dire que tout ce qu'on fait, c'est dans des organisations, que ce soit des entreprises, des institutions, peu importe, ou des associations, que ça, c'est des systèmes qui sont complexes parce qu'il y a des humains et il y a plein de choses qui se passent. Et tout ça est en interaction avec d'autres systèmes. En fait, la société est un gros système. Et donc, du coup, pour arriver à comprendre comment est-ce que la société fonctionne et comment est-ce que elle devrait fonctionner de manière plus viable, il faut comprendre comment fonctionnent ces systèmes. Donc là, il y a toute la veille sur les systèmes complexes, sur l'aspect régénératif, qui est une autre grande brique, assez abstraite, mais Oui. c'est pour se dire, faisons des systèmes régénératifs plutôt que des systèmes dégénératifs. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Et après, la troisième grosse brique sur cette partie-là, c'est tout ce qui tourne autour de la bio-inspiration. Donc, c'est de se dire, les systèmes vivants, que ce soit végétal, animal, minéral ou quoi, ça fait depuis des milliards d'années qu'ils ont trouvé des solutions à certaines problématiques. Et donc, du coup, comment est-ce que nous, on peut s'en inspirer pour pouvoir les réinjecter dans la manière dont on construit nos systèmes humains pour faire des choses qui sont beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus saines pour nous et puis pour le reste du vivant, quoi. Un régénératif, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Ouais, on va faire simple avec l'analogie avec le corps humain, quoi. En gros, au quotidien, on a tous des actions qui sont plutôt régénératives ou plutôt dégénératives. Donc, par exemple, si je fais une soirée vendredi soir et que je m'envoie plein de pintes, ça va être régénératif sur le moment parce que je passe un bon moment avec des potes. Mais par contre, le lendemain, je me rappelle bien que ça a été dégénératif sur mon corps. Et puis après, je vais me faire des brocolis à la vapeur et puis je vais bouffer une soupe de légumes le soir. Et là, je vais me sentir beaucoup mieux en me couchant aussi à 21h, 21h30 pour récupérer. Et le lendemain d'après, là, je vais me sentir beaucoup mieux. Donc, j'ai eu des actions qui étaient plutôt régénératives. Et en fait, on est tout le temps en train de faire des actions qui sont plutôt régénératives pour nous, plutôt dégénératives. Donc ça, c'est à l'échelle du corps humain. Mais ça marche aussi à l'échelle dans un groupe, dans une organisation et une organisation dans une société. Et donc, on a tendance à dire que notre société, globalement, est plutôt dégénérative parce que la plupart des systèmes dans lesquels on est ont plutôt une tendance à accumuler des actions qui sont dégénératives avec, je sais pas, l'augmentation du burn-out, avec des problématiques à trouver du sens, avec les disparités qu'il y a au niveau des différents pays, enfin tout ça, quoi. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de se dire, quoi qu'on fasse, c'est toujours soit on nourrit le régénératif, soit on nourrit le dégénératif. Et donc, l'approche régénérative, c'est faisons en sorte d'augmenter la jauge de régénération plutôt que la jauge de dégénération, parce que ça, on sait très bien le faire et il faut essayer de le faire moins, quoi. Le surplus d'informations dans la tête des gens, le fait d'être en overdose complète d'infos, là, c'est de la dégénération. C'est complètement dégénératif, ouais, clairement. Et Jen, ouais. À court terme, du coup, tu as ton petit shot de dopamine ou quoi que ce soit, tu as l'impression que tu es en train d'apprendre plein de trucs, mais je sais pas, on en parlera après, mais je sais pas si ça te le fait toi, mais moi, je veux dire, tu fais de la veille, tu vas regarder plein de sujets, et puis si jamais tu te poses à la fin de la semaine en disant, OK, du coup, qu'est-ce que je retiens de tout ça? Il y a des risques que tu te rappelles des fois même pas 80% de ce que tu as vu, et donc en fait, tu te dis, oula, j'ai passé 80% de temps de veille pour retenir 20%, donc... Et puis ça m'a fatigué, et puis ça m'a peut-être isolé parce que j'aurais pu faire autre chose plutôt qu'être tout seul derrière mon écran. Enfin, tu vois, tous ces aspects-là, ça pose des belles questions pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas par rapport à nous, puis par rapport à ce qu'on a envie de faire avec ça, quoi. Ouais, c'est ça, tu mets le doigt sur quelque chose qui a été partagé par pas mal d'invités. C'est comment tu te sens quand tu fais de la veille, comment tu te sens quand tu as fini de faire de la veille. Et alors, il y en a qui s'en sortent sur ce sujet-là en se disant faut partager sa veille. C'est-à-dire, si la veille sans le dernier cycle, enfin sans la dernière étape qui est la diffusion, il n'y a pas d'effectuation et donc du coup, ce que tu dis, c'est les éléments restent dans les casiers, dans les petites cases. Et puis, alors du coup, je me souviens de Laura Bokobza qui a appuyé le fait qu'elle se mette pour objectif de partager sa veille dans une newsletter une fois par semaine. Ça l'oblige à être dans l'effectuation et de pas être dans cette évaporation d'informations. Il y a aussi Bruno Friedlanski qui le partageait. Moi-même, je peux le confirmer. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai que c'est assez déprimant d'ouvrir un Feedly ou d'ouvrir un Notion où tu stockes énormément, tu qualifies énormément d'infos, tu passes énormément de temps à défaut de faire autre chose. Et tu te dis, oula, le monde va plus vite que moi, j'arrive pas à le saisir avec mes deux mains, avec mes outils. Et effectivement, il y a un petit côté, il peut y avoir un petit côté un peu mood très très bas, quoi, quand tu te fais dépasser, quoi. Je peux te partager une anecdote, tu vois, ne serait-ce que de ce week-end. J'étais posé là, tranquille, en train de lire un petit livre pendant que l'enfant faisait sa sieste. Ouais. Et justement, à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, fais-toi un
remember de ce que tu as fait pendant ta semaine, quoi. Et moi, je suis vraiment sur plein de projets, sur plein de sujets différents et tout, que j'arrive à faire avancer toute la semaine quand je suis dans le contexte de les faire avancer, quoi. Mais quand il faut que je me rappelle la quantité d'informations que j'ai traitées, la quantité d'actions que j'ai produites avec des gens, quoi que ce soit, et ben j'étais incapable de le faire. Et du coup, là, ça m'a fait un petit côté de flip. Je me suis dit, attends, tu fais tellement de trucs diversifiés dans tous les sens que tu n'arrives même pas exactement à te rappeler ce que tu as fait. Et que du coup, si quelqu'un te demandait, du coup, tu as fait quoi cette semaine, tu aurais du mal à lui expliquer, quoi. Et là, ça m'a perturbé, tu vois. Ça m'a fait un truc un peu genre effet Alzheimer. J'ai fait des trucs dans la semaine, mais je suis pas capable de m'en rappeler. Du coup, voilà, tu vois. Philosophiquement, ça questionne aussi sur ça, sur la quantité de choses de laquelle on est capable de faire, et puis la quantité de choses qu'on est capable de partager. Tu vois, moi, j'irai un cran plus loin sur ce que tu disais par rapport à la newsletter, au fait de traiter du contenu et de s'obliger à le reformater et à le partager. Et je pense que c'est ultra pertinent de faire ça parce que ça permet de fixer les choses. Mais en même temps, si tu lis du contenu anglais, par exemple, américain, sur Twitter ou je sais pas quoi, que tu vas le reformater à ta sauce, que tu le repartages sur une newsletter, tu viens de créer une nouvelle newsletter qui potentiellement rajoute de la diversité et de la quantité d'informations à des gens qui vont se dire « Ah, ça c'est génial, ça rajoute du FOMO ». Du coup, ces gens-là vont capter ces infos, ils vont se dire moi aussi je veux être créateur, donc du coup je vais recréer des choses. Et t'imagines l'espèce de pyramide de Ponzi d'une certaine manière, où du coup on se retrouve à avoir une démultiplication de la quantité d'informations. Je sais pas où ça peut mener, tu vois, mais en tout cas on est quand même dans une ère où on est en train de démultiplier de manière exponentielle la quantité de contenu qu'on met, parce que y a aussi une logique de marché, on se dit qu'on peut en vendre, on peut se faire un business là-dessus. Mais ça me questionne, tu vois, j'ai pas du tout la réponse. J'ai pas la prospective non plus, mais il y a un truc qui me questionne là-dedans, quoi. Sur cette quantité sans fin. Mais généralement, pour voir un peu comment les experts gèrent ce problème-là, il y a un bon moyen, c'est de voir un peu ce qu'il y a sur leur home screen d'iPhone. Donc, est-ce que tu peux nous partager un peu ce qu'il y a sur ta home screen de téléphone? Yes. Je sais pas si tu as un iPhone, mais... Ouais, c'est juste là. Tac. Bon, je pense pas qu'on voit super bien. Ouais, déjà, c'est un widget. Ouais. Voilà, t'as 2 widgets. Ensuite, là, en ce moment, il y a des apps en dessous, mais normalement, il n'y a rien. Et après, il y a 4 apps principales qui sont en dessous. Ah ouais, c'est les 4 m'intéressent beaucoup, ouais. C'est les 4 de base. Ouais, surtout qu'elles sont pas communes. Ouais. Il y a le téléphone. Ouais. Parce que bon, ça reste quand même un téléphone. Même si je l'utilise pas tant que ça, le téléphone, parce que je suis beaucoup à plus discuter par texte ou même par audio. Le deuxième à côté, c'est celui-là, là. Hop, c'est Beeper. Beeper, c'est une app qui permet de cumuler toutes les apps de chat qu'on peut avoir, du chat sur Instagram, on a entendu parler. Du chat sur LinkedIn ou quoi que ce soit. C'est vraiment bien ça. Ouais. Bah écoute, en tout cas pour le moment c'est gratuit et puis ça bug quasiment plus. Donc en gros, au moins tu as un endroit où tu as vraiment tous tes feeds de chat, Instagram, même tes chats sur Slack ou du Discord ou quoi que ce soit, tu as tout dedans. Donc plutôt que de switcher continuellement entre différentes apps et puis d'essayer de te rappeler genre c'est où que j'ai parlé de ça avec telle personne ou quoi que ce soit, tu peux rajouter une forme de charge mentale. Là au moins tu sais que c'est tout dans un feed, quoi. Donc c'est plutôt pratique. Donc ça c'est le chat, tu vois. Après à côté c'est Tana Capture. Ouais. Ça c'est parce que j'utilise l'app Tana, mais on en parlera peut-être après, qui est mon second cerveau. Et du coup Tana Capture c'est intéressant parce qu'en gros ils ont fait juste une app qui permet de faire l'étape de capture de tout et n'importe quoi. Tu peux capturer une note que tu prends, un voice record, tu peux sur n'importe quelle app récupérer le link d'un article, d'un post LinkedIn ou quoi que ce soit. Et tu peux faire que ça avec l'app. Donc ça va rebalancer sur l'app Tana qui est sur ton desktop. Mais de l'app mobile, tu peux rien en faire de plus. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de te dire, je m'arrête à la capture quand je suis sur un téléphone et je vais pas plus loin. Et la dernière app, la quatrième, c'est Perplexity. Ouais. Et donc Perplexity, c'est l'outil qui permet de faire de la requête comme tu ferais un GPT, mais qui va se baser sur des sources qui sont assez diversifiées. Il y a des sources de papiers scientifiques, des sources de YouTube, de Reddit, des articles. Donc en gros, c'est un peu comme si en 2 secondes, il te faisait ta recherche un peu croisée entre ta recherche Google, ta recherche sur des forums ou quoi que ce soit. C'est assez pertinent. C'est pas un remplacement de GPT-4, mais c'est assez pertinent. Voilà, ça c'est les apps principales. Perplexity, de réponse plutôt que de moteur de recherche. Je crois, comme ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Et après, les widgets, là, il y a Redwise Reader. Donc, en gros, c'est juste des petits bouts de choses que j'ai surlignées de toutes les lectures que j'ai pu faire, que ce soit sur des articles, sur des podcasts. Donc, tu es sur Readwise, qui est un agrégateur de flux RSS.
D'accord. Exactement. Bah, tu as du flux RSS et tu pas que, quoi. C'est vraiment, en gros, tu vas pouvoir surligner des petits bouts de contenu de quasiment tout type de contenu que tu peux avoir sur tes internets. Tu vas pouvoir les taguer pour pouvoir les retrouver facilement et ça va te mettre des petits bouts de contenu comme ça dans l'application. Ok. Que tu peux synchroniser avec une app qui est ton second cerveau. Donc moi, j'ai synchronisé avec Tana, par exemple. Ça, je retrouve tous mes highlights dans mon app. Et le truc qui est cool, c'est que sur ta home screen, en gros, ça te fait repopper des petits bouts de contenu qui te paraissaient importants. Et donc, ça te fait un peu un côté memory où quand tu déverrouilles ton téléphone, tu regardes, tu relis une petite phrase qui était un peu smart. Et ça peut te faire un recall sur un sujet qui est intéressant et du coup te dire, ah oui, c'est vrai que peut-être que je pourrais retourner creuser un peu là-dedans, des choses comme ça. Voilà. Ok. Et t'as d'autres pages derrière ou pas? Ou tu t'es concentré juste sur une? Non, ouais. J'en ai une seule et après derrière, je suis directement sur le truc auto-organisé de l'iPhone qui me va très bien. Et comme je te disais, le truc en test, c'est que là, je me suis remis des apps ici. Ouais. Des apps genre mon mail, mon truc de coworking, Arc Search pour le parti navigateur, Lydia pour le truc de compte. Mais normalement, à la base, en fait, je mets pas d'application directement accessible sur l'home screen. C'est pour éviter le côté, dès que j'éverrouille mon iPhone, il y a un petit icône sur lequel j'ai envie de cliquer et je clique, quoi, tu vois. Genre le pire, ça serait de mettre Instagram ou une connerie comme ça sur la home screen. Ouais, t'as dégagé tout ce qui est notif, quoi. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est notif. Alors, j'ai aucune notif sur mon téléphone, ça par contre. Il y a juste les petites pastilles rouges qui se mettent. Mais sinon, j'ai aucune notif et il est tout le temps en silencieux, donc il fait que vibrer. Et il vibre et il sonne jamais. D'accord. Tout ça, c'est comme ça que tu gères ta digital wellness. Ouais, il y a un truc comme ça, ouais, c'est ça. J'ai essayé de trouver le terme. Est-ce que c'est digital detox? Je me suis dit, c'est quoi le vrai terme? Bien-être numérique? Bah, c'est peut-être un peu ça, hein. C'est pour limiter la charge mentale, quoi. Le fait de pas avoir de notif. La charge mentale, ouais. Non, tout à fait. Ouais. Et tu joues pas sur les modes concentration d'Apple? Je sais qu'il y en a 2-3 qui s'amusent avec ça. J'ai personnellement essayé le truc. Pas mal, hein. Alors, j'étais une semaine en vacances. Du coup, ça m'a permis de dire quel numéro j'accepte. Moi, j'ai juste le mode à partir de 22h qui coupe tout. Sauf les numéros spéciaux, comme celui de ma compagne, celui de mes parents. Ouais. Et sinon, j'ai plus rien qui passe. Et jusqu'à 7h le lendemain, quoi. Et donc, du coup, même si je suis en soirée, je peux pas être dérangé parce qu'il y a rien qui passe, quoi. Ouais, bah oui, c'est la cage de Faraday. T'es papa, donc je sais pas quel âge a ton petit bout, mais est-ce qu'il est déjà devant des écrans, ou en tout cas est-ce qu'il est déjà dans cette problématique-là ou pas encore? Alors Loé, elle a 4 ans et demi, et on va dire que depuis qu'elle a 2 ans... Ah oui, elle est dedans, ouais. En fait, nous, on essaie de faire en sorte qu'elle y soit jamais. Ouais. Mais forcément, du coup, quand t'es dans ta vie de parent, il y a des fois où t'as besoin de faire la cuisine et que t'es tout seul à garder l'enfant. Ouais. Du coup, t'as une tendance à te dire, on va mettre un petit dessin animé pendant 10 minutes, juste le temps que je fasse la petite tâche ou quoi que ce soit. Et puis, malheureusement, entre guillemets, dès le moment où t'as commencé à faire ça, l'enfant, il a commencé à avoir ces stimulations-là, donc du coup, il kiffe les dessins animés. Et en plus, moi, quand j'étais gamin, j'étais vraiment tout le temps sur la télé parce que mes parents, ils me mettaient facilement sur la télé. Donc, je vois moins le mal que ma compagne, par exemple, qui n'était pas du tout sur la télé. Donc, du coup, on essaye de limiter au maximum. Mais des fois, il y a un dessin animé qui part, quoi. Surtout le week-end, on va dire. Mais il n'y a que les dessins animés, par contre. On n'a pas attaqué le fait de lui partager des jeux ou des choses comme ça. Ouais. Alors, il y avait un invité sur un des podcasts que je produis qui s'appelle Planet Creators. On avait invité Ange Michael avait invité Six de Vauplane, qui est le CEO et founder d'Animagie, qui est une boîte de production française qui crée des dessins animés sur YouTube. Tu sais, les fameuses chaînes où on laisse parfois nos enfants regarder 2-3 trucs. Alors lui, il crée des dessins animés avec tout ça en tête, quoi. Il faut que tout soit bienveillant, il faut que ça soit constructif, etc. Et il disait que l'important aujourd'hui, c'est pas forcément de savoir s'il faut ou pas laisser le numérique s'imprégner chez les enfants. C'est plutôt de se dire qu'est-ce qu'on leur met entre les mains, dans le contenu qu'ils ont en face, qu'est-ce qu'ils doivent regarder ou pas, quoi. Donc il y a une curation qui se fait au niveau parents on n'en est plus a priori. Enfin, c'est pour le vivre aussi, on n'en est plus à se dire est-ce que on va tout couper ou est-ce qu'on va laisser. C'est plus on n'a pas le choix. Mais par contre, on a le choix de savoir ce qu'on leur montre, quoi. Ouais, c'est clair. Nous, par exemple, les dessins animés, ça a toujours été que des petits dessins animés qui sont très
qui est très lent, très cool, en mode des petits copains, Ouais. les petits animaux qui font leur petite vie là, les Ernest et les Célestines ou d'autres trucs comme ça. On n'a jamais vraiment attaqué les gros dessins animés à la Patte Patrouille ou des trucs comme ça, là où ça trace, où du coup tu vois même elle limite, elle doit s'accrocher à la banquette pour pouvoir suivre le truc, et elle s'en prend plein la gueule. C'est de trouver des trucs, de garder des trucs qui sont assez doux, ouais. Je retrouverai une chaîne qui est sur la Freebox, qui est une chaîne de dessins animés pour les enfants. Benchy, voilà. Benchy, c'est un catalogue où tu retrouves tous les dessins animés indépendants, du type Le Roi et l'Oiseau, de type des très courts-métrages. J'ai vraiment beaucoup aimé cette chaîne-là. Je crois que c'est 3-4 euros. J'ai pour le coup de pas mal, quoi. Bon, petite digression sur la curation de contenu pour les enfants. Mais je serais preneur. Je suis pas en veille absolue sur ces sujets-là, donc si toi t'as des trucs en mode dessin animé doux, preneur. Eh ben voilà, je fais tourner. Écoute, merci pour le partage de ce screen. Maintenant, on va rentrer sur la phase où je creuse la partie lecture. Donc, je te sais en veille, donc tu lis, j'imagine, pas mal de newsletters, de blogs pour rester à jour. T'as toujours les mêmes sources? Est-ce que dans ces sources de lecture, est-ce que tu as un système de veille organisé ou tu es plutôt opportuniste? Dis-nous tout. Allez, ok. Le truc du moment, c'est que j'essaye, tu vois, par rapport à ce qu'on disait avant, j'essaye de faire de la veille que quand ça va être applicatif. Donc, en gros, si jamais je suis dans l'accompagnement de direction de boîte. Donc, du coup, quand j'ai un accompagnement et que ça nécessite de monter en compétence sur certains sujets ou d'avancer sur une certaine problématique ou quoi que ce soit, je vais m'activer le mode veille à ce moment-là et je vais aller creuser dans les sources que je peux avoir pour pouvoir trouver ce qu'il faut. Mais je le fais que si j'ai un besoin applicatif, parce que sinon, je me retrouve à potentiellement passer beaucoup de temps à capter beaucoup de trucs qui sont géniaux et du coup à les garder de côté en me disant ça sera utile pour plus tard. Et puis au final, du coup, tu l'utilises jamais vraiment, quoi. Enfin, en tout cas, tu passes pas mal de temps, tu perds pas mal de temps. Et c'est quoi les newsletters que tu lis absolument? Je te parle pas des newsletters que tu stockes, hein, qu'on fait tous, mais est-ce qu'il y en a peut-être une ou deux là que tu t'attends avec impatience ou que tu lis assez assidûment? Je vais te dire ça tout de suite. C'est celle qui tombe dans la vraie boîte mail, en fait. C'est pas dans la fausse. J'en ai même trop qui tombent dans la vraie boîte mail parce que j'avais fait un clean, puis au final après. Mais celle de Greg Eisenberg, je pense que ça doit te parler. Qui est sur tous les sujets plutôt entrepreneuriat, un peu tech et compagnie. De business, ouais. Ouais, puis il sait écrire pour que ça soit directement utilisable, il partage bien. Ouais. En général, je favorise toujours les contenus qui sont soit des contenus, on va dire, un peu philosophiques, de réflexion, quoi que ce soit. C'est une manière de faire de la veille sur, on va dire, les idées ou la pensée en général. Et sinon, après, plutôt des profils comme Greg, où du coup, ça va être du partage vraiment de ressources, de choses qui sont assez actionnables derrière et que je peux transposer à ce que je fais en fait en termes d'accompagnement d'entreprise, quoi. Donc ce type, c'est un mec aux États-Unis qui a lancé plusieurs boîtes et qui effectivement qui écrit de manière très digeste des posts. C'est assez ergonomique, c'est assez agréable à lire et qui donne qui partage ses sources assez régulièrement ou même des idées business ou des business models. C'est un compte. C'est ça. Après, on a un autre que je lis quasiment tout le temps, c'est Scott Britton. Il s'appelle le monsieur. Et lui, c'est plus un partage il a un podcast aussi. C'est un partage de réflexions qui sont plus connectées à des réflexions un peu métaphysiques, existentielles, spirituelles. Il a rencontré des gens qui ont fait des tonnes d'expériences un peu particulières. Lui-même, du coup, il a fait des expériences un peu particulières. Donc, tu as des gens qui sont dans la physique quantique, tu en as d'autres qui vont être chamans, enfin, plein de trucs comme ça. Okay. Et j'aime bien parce que c'est un peu des explorations qui vont au-delà de la société, au-delà du réel, tu vois. Du coup, ça garde une perspective un peu plus large que la vie d'humain dans notre système. Puis, c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé de réfléchir un peu à la vie dans un sens beaucoup plus complet et plus large que juste l'applicatif qu'on a dans la vie de tous les jours.
Et en vrai, voilà quoi, parce que tu vois, pour rebondir sur tes questions, pendant longtemps, j'étais très focus sur du coup tomber mes newsletters, en avoir pas beaucoup, mais les tomber et compagnie, ou les articles que je suivais dans des flux ou quoi que ce soit. Et ça doit faire à peu près un an et demi où j'ai un peu lâché, j'ai accepté qu'au final, j'allais rater 90% des trucs qui tombent soit dans ma inbox, soit dans mes flux ou quoi que ce soit. Mais que ça me crée quand même une sorte d'internet personnel qui est déjà préfiltré, on va dire. Et si jamais j'ai envie d'aller regarder des sujets particuliers ou j'ai envie de me dire, ah bah tiens, le Greg, qu'est-ce qu'il a mis de nouveau, quoi que ce soit, j'y vais volontairement dedans. Tu vois, plutôt que de suivre le rythme de ça m'arrive, alors il faut que je le consomme. C'est plus, je sais que ça arrive quelque part. Et du coup, si un jour je suis disposé à, et ben du coup, j'irai taper dedans. Et donc, du coup, j'essaye d'avoir la plus grande diversité de sources de veille possible pour avoir la plus grande diversité d'informations qui arrivent. Par exemple, il va y avoir Twitter qui va être une manière d'avoir des micro-contenus avec des threads de discussion qui sont des fois très pertinents, qui font découvrir des personnes qui sont intéressantes, qui peuvent faire rebondir sur la newsletter de la personne si je veux avoir plus d'informations sur elle. Après, il va y avoir mon Redwise Reader où du coup, je vais avoir des flux qui sont dedans. Donc là, ça va venir de sites ou ça va venir de newsletters qui du coup vont être une autre source. Après, je vais aussi avoir des fois 2-3 petites choses intéressantes qu'il peut y avoir sur des stories sur d'Instagram pour 2-3 personnes que je suis, mais qui vont être plus des gens proches, mais qui sont des fois très inspirants aussi. Donc il y a ce côté des Américains ou des internationaux que je connais pas, et en même temps des gens que j'ai déjà rencontrés et que je peux voir potentiellement au quotidien ou régulièrement. Et tu vois, en fait, essayer d'avoir la plus grande diversité possible de sources, sans pour autant tout consommer, mais de se dire, ça devient un peu mon internet à moi filtré auquel je peux accéder si jamais j'ai besoin, si jamais j'ai envie de prendre du temps à ça, quoi. Et après les livres, bien entendu, aussi à côté. Et alors, du coup, les vidéos sur YouTube, tout type de contenu, quoi. Ok. Et alors sur le PKM, sur tout ce qui est le Personal Knowledge Management, pour expliquer, est-ce que déjà tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est, parce que c'est quand même assez particulier finalement. Ouais, du coup c'est de se dire, en gros, il y a toujours, on est forcément, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on a le choix ou pas. Je pense qu'on a en effet des fois pas le choix d'être soumis à une quantité d'informations qui est très très importante. Et soit on le subit, donc c'est-à-dire on a des usages un peu classiques et pas forcément réfléchis de réseaux, de trucs, quoi. Ce qui fait qu'on va, dès qu'on a envie de se poser, on se pose, on ouvre Insta, on ouvre YouTube, et puis après on part dans des espèces de digressions des fois pas très conscientes, et on se perd un peu dedans. Et puis là pour le coup clairement c'est le stade 1, quoi. On consomme beaucoup de contenu, mais on va quasiment rien garder de côté pour pouvoir le réutiliser. Donc en gros, vu que la mémoire elle va en garder que 10-20%, t'es sûr que t'as passé 80% de ton temps à perdre ton temps. Donc du coup c'est d'essayer de limiter ça déjà en se disant ok, donc je vais avoir une démarche de la première partie, c'est la partie capture. Donc en gros je vais avoir une démarche où je vais essayer de contrôler ça, donc de me dire je vais contrôler mes sources, je vais contrôler le temps que je passe sur différents endroits, et ensuite quand je trouve des contenus qui sont intéressants, je vais pas forcément garder de côté un article en entier, et je vais utiliser un outil comme Redwise Reader pour pouvoir surligner des parties, et je vais mettre des tags, en fait, des thèmes sur les différentes parties de ce contenu. Et comme ça, en fait, ça sera des choses qui sont beaucoup plus fines, mais qui seront beaucoup plus actionnables et utiles par la suite. Parce que par exemple, dans un article qui serait sur la tech, tu peux avoir une partie qui a un truc très smart intéressant sur l'IA, un truc très intéressant sur un outil, et voilà. Donc en gros, si tu regardes juste l'article, il va falloir que tu te rappelles quelle partie t'intéressait dans l'article. Alors que là, tu récupères directement la partie, tu la stockes de côté et tu y reviens quand par exemple tu fais une recherche sur l'IA, tu vas avoir plein de petits trucs surlignés qui vont remonter dans ta recherche sur l'IA. Donc tu as cette partie capture là. Ensuite, quand tu as capturé les choses, ce que beaucoup de monde fait, tu peux ne pas l'organiser. C'est-à-dire que tu vas juste y garder de côté. Laisse en bookmark. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, de tous tes bookmarks, tu vas mettre dans des dossiers. Et puis après, tu vas avoir 300 bookmarks dans 25 dossiers. Et c'est la galère pour retrouver des trucs en particulier. Donc, c'est d'utiliser un outil qui te permet vraiment d'organiser les choses. Donc là, pour le coup, Redwise fonctionne bien pour je surligne, je tag. Et donc, du coup, quand je veux revenir dessus, je vais y revenir soit par rapport à un sujet en particulier que je me rappelle, soit par rapport à l'auteur, soit par rapport à un tag.
Et puis il y a d'autres outils derrière qui vont permettre justement de pouvoir organiser entre ce que toi tu prends comme notes, les idées que tu as, tes projets, les choses que tu as capturées d'Internet. Tout ça, derrière, tu vas pouvoir y organiser pour y structurer, y connecter, et donc du coup vraiment y organiser, quoi. Et donc en gros, là, tu as des outils. Ouais. C'est le cycle de la veille, mais appliqué à une veille personnelle, quoi. C'est ça le PKM. C'est pas une veille pro que tu fais au boulot, mais c'est comment tu appliques ce cycle du renseignement, en gros, identification, collecte, traitement, diffusion, mais à ta propre personne, quoi. Ouais, exactement, en fait. C'est ça, c'est de se dire, ben, toi, t'es un capteur d'informations et de connaissances, t'es un créateur d'informations et de connaissances, et donc, du coup, il faut que tu aies un système qui te permette de pouvoir tout organiser, de le rendre utilisable par la suite, pour que, de ça, tu puisses ensuite venir le mettre en connexion avec d'autres personnes, et donc là, rentrer dans une démarche de veille collective au niveau d'une organisation, comme toi, tu peux faire, ou quoi que ce soit. Et c'est assez récent parce que du coup ça a émergé. J'ai l'impression que pendant le confinement, ce sujet de gestion de connaissances personnelles a un peu explosé pendant le confinement. Est-ce que c'est dû à l'augmentation du temps d'attention et de consommation du numérique? Mais je sais pas si c'est lié à ça. Certainement, en fait, plein de facteurs qui se croisent, mais en tout cas, pendant le Covid ou juste avant le Covid, on commençait à sortir des outils qui étaient vraiment dédiés à faire du PKM, quoi. Room Research, par exemple, est sorti à ce moment-là, qui était un des premiers outils qui était vraiment en train de dire, au lieu de prendre des notes sur des pages qui sont rangées dans des dossiers, qui du coup créent de la galère, en fait, vous allez prendre juste des notes sur des listes, des sortes de listes à puces. Ce que vous allez taguer avec des points de référence, et du coup, ça va créer des pages sur lesquelles, dès le moment où vous avez écrit quelque chose qui est rattaché à ce point de référence, ça va tout vous lister sur une même page. Et donc, en fait, c'est une organisation de la connaissance qui est plus en dossier sous dossier, mais ils appellent ça en graphe. Du coup, c'est un peu comme une sorte de réseau neuronal. Et donc, on en arrive sur ce paradigme de se dire, en fait, je suis en train de construire un réseau d'informations et de connaissances dans le numérique qui ressemble à un réseau neuronal, donc du coup, un second cerveau. Donc, du coup, voilà, tu commences à rentrer dans ce concept-là. Et alors, c'est quoi le second cerveau? C'est ça? Le second cerveau, c'est ça. Le second cerveau, c'est de se dire, j'ai mon cerveau à moi qui peut potentiellement être très rapidement saturé ou qui peut pas tout retenir. Et du coup, je vais le mettre en connexion avec un autre cerveau numérique qui, là, lui, va être organisé, compatible avec ma manière de penser, ma manière de gérer l'information, ma manière d'utiliser l'information, pour que on puisse faire une sorte de tandem, en fait, entre les deux. Donc, tu décharges un peu tout ce que tu peux pas retenir avec la mémoire vive de ton cerveau pour le mettre dans le disque dur externe de numérique, quoi, et dans lequel tu vas taguer pour pouvoir retrouver tes petits, quoi. L'aboutissement du truc, c'est même, après, toi, ça questionne d'un point de vue philosophique, mais c'est de se dire décharger au maximum, quoi. Tu vois, tu décharges le plus possible, et ça pose la question de qu'est-ce qui mérite d'être retenu avec la mémoire naturelle, plus que quelque chose d'autre, tu vois. C'est quoi que je vais essayer de retenir? Tu vois, c'est ce que je veux dire, il y a plein de choses, en fait, en rapport avec des projets, avec des sujets, avec des éléments de travail ou quoi que ce soit, qui sont utiles dans le cadre de ces projets-là, mais qu'au quotidien, t'as pas besoin d'avoir à traîner dans ta tête, quoi. En termes de connaissances, mais aussi en termes d'action. Tu vois, par exemple, la surcharge mentale, elle va venir beaucoup de cette semaine, il va falloir que je tombe 30 ou 40 actions par rapport à 5 projets différents. Il va falloir aussi que dans ma vie perso, je pense à tout ce que j'ai à faire à la maison, plus les courses, plus le machin, plus tout ça. Et si tout ça, tu gardes juste dans ta tête, c'est sûr, tu satures. Si tu gardes dans un carnet pas organisé, va falloir que tu retrouves les choses. Donc, il y a une autre forme de charge mentale. Si par contre, tu utilises un second cerveau pour vraiment tout mettre dedans, du coup, tu sais que c'est rangé, tu sais que c'est retrouvable facilement, et surtout, tu sais que ça va te remonter au bon moment. Tu vois, par exemple, si tu t'es dit que telle semaine, il fallait que tu fasses ça, parce que tu as priorisé en amont qu'il fallait que tu fasses ça telle semaine, tu fais confiance à ce système, et du coup, ça va remonter à ce moment-là. Et donc, du coup, tu n'as plus besoin d'y avoir dans ta tête, donc ça réduit la charge mentale, et donc après, tu peux potentiellement avoir de l'espace pour te dire, qu'est-ce que j'ai envie de retenir dans ma tête au quotidien, qui est plutôt agréable, qui n'est pas de l'ordre de la pression ou des urgences projets ou quoi que ce soit, parce que tout ça, c'est déjà priorisé, c'est déjà urgentisé dans le numérique. Et alors, du coup, j'ai la question qui pique sur le second cerveau, c'est qu'est-ce que tu fais de ton premier cerveau? C'est souvent ce que je me dis quand je documente des choses. Je veux dire, mais il y a aussi le fait de se muscler le premier cerveau et de se dire que si on décharge complètement sur des notes à côté, on n'entraîne plus sa mémoire. Donc,
Est-ce que c'est complètement con cette réflexion ou est-ce que toi tu l'as déjà expérimenté à force de stocker des choses, te dire finalement je les retiens plus de moi-même? Bah, c'est une grosse réflexion permanente, je pense, parce que en fait, on est rentré dans une ère où du coup, on a tellement de démultiplication d'activités, pas pour tout le monde, mais quand même pour beaucoup de monde, surtout les gens qui bossent dans le numérique ou quoi que ce soit, ou ceux qui sont un peu slasheurs dans leurs activités. Ben, en fait, t'en as dans tous les sens. Ou même des dirigeants d'entreprise ou quoi que ce soit, t'en as vraiment beaucoup dans tous les sens. Et la complexité en fait de notre société amène la complexité dans toutes les tâches qu'il y a à faire au quotidien et dans les choses auxquelles il faut faire attention. Donc du coup, la complexité dans ta tête, quoi. Donc je pense que la première étape qui est de se dire je vais me reposer et je vais m'aider du numérique pour pouvoir faire en sorte de me décharger de toute cette complexité, de cette surcharge, elle est bienvenue et elle est plutôt nécessaire dans beaucoup de situations. Mais derrière, ça appelle la question de est-ce que c'est naturel et humain de faire autant d'activités et traiter autant d'informations au quotidien. Donc du coup, derrière, tu choisis, tu te dis, bon, bah, est-ce que je reste dans ce fonctionnement-là, mais je vais avoir besoin d'être assisté par l'ordinateur, ou je change mon mode de vie pour revenir sur des choses qui sont beaucoup plus légères et beaucoup plus simples, et dans ce cas-là, j'aurai moins besoin de l'ordinateur. Donc typiquement, si tu reviens sur le fait d'habiter dans un espace naturel, au calme, avec un rythme lent, et que du coup tu focuses ton attention sur t'occuper de ta famille, tes amis et faire ton jardin, parce que c'est ça que tu as choisi comme espace minimum, et que tu fonctionnes au jour le jour, et que tu vas lire un livre de poésie de temps en temps pour te faire du bien, des choses comme ça, je pense que là, tu n'as pas forcément besoin de l'ordinateur. Par contre, si tu es sur du multi-projet, multi-acteur, avec des points qui sont en jeu, il faut être précis, et dans des sujets numériques, par exemple, qui évoluent très vite, ou du coup ça change tous les 3 mois ou quoi que ce soit, enfin je veux dire là, c'est pas sain, entre guillemets. En soi, c'est pas forcément sain d'être dans ce mode de fonctionnement-là, parce que ça va trop vite, mais je pense que c'est encore moins sain de le faire sans s'aider justement des outils qui sont à disposition. Et juste pour finir sur la digression, mais en termes de mémoire, moi, oui, ça me questionne en fait, ça me questionne pas sur le fait que j'entraîne pas mon cerveau à la mémoire, mais le fait qu'en fait, on est peut-être dans une manière de travailler, enfin d'utiliser notre cerveau et de travailler avec notre cerveau qui est différente. C'est-à-dire qu'on va être avec beaucoup plus d'informations, beaucoup plus diversifiées et croisées, et en fait, on va devoir se rappeler des connexions qu'il y a entre toutes ces choses-là et de comment est-ce que ces connexions permettent de faire des choses derrière. Et donc du coup, ben, on a la mémoire des connexions, pas forcément des informations qui sont connectées, mais du coup, on va pouvoir les retrouver facilement et on va les rendre utilisables. Et du coup, un humain maintenant est capable de gérer l'équivalent de ce que une entreprise de 30 personnes devait gérer avant, quoi. Je veux dire, même le sujet du créateur numérique, je veux dire, il va faire de la veille, il va créer des contenus, il va les mettre en forme, il va les vendre sur des funnels de vente, il va devoir, enfin, tu vois, t'imagines le truc, quoi, du solopreneur, une personne, quoi. Et c'est assez ouf, entre guillemets. Donc, cette personne, je pense qu'elle travaille énormément sa mémoire parce qu'il y a besoin de avoir tout ça en tête, quoi. Tu vois, il y a une grosse diversité de mémoire. Mais c'est pas de la mémoire sur des choses qui vont être des parties de texte comme quand tu étais à l'école et tu essayais de te souvenir de ta poésie, quoi. Et du coup, ça sera un exercice à refaire, tu vois. Par exemple, pour moi, je me disais ça ce week-end, je me disais, tiens, il faudrait peut-être que je me refasse un test de voir si je suis capable de me rappeler de Exactement. poésie, pour voir si ma mémoire fonctionne toujours comme ça ou si elle fonctionne que sur un autre mode, quoi. Mais c'est exactement ce que je fais avec ma fille en ce moment. C'est, je la vois, elle, travailler sur du temps long. Elle fait des maths, elle prend de la guitare, elle fait de l'astronomie. Et ça, tu claques pas des doigts. Enfin, c'est pas en claquant des doigts que tu vas devenir expert sur ces sujets, tu vois. Et par ailleurs, moi, je vis dans un monde où le temps long, il y a plus trop d'exercices de ce type-là. Enfin, c'est de l'information, il faut que ce soit immédiat. On veut du résultat dans les 2 jours, voire dans la minute. Et s'inscrire dans du temps long, finalement, la meilleure technique, c'est de voir ce que font les enfants ou comment, si vous avez des gosses ou si vous avez des neveux et des nièces, intéressez-vous à leur vie à l'école et comment l'enseignement est fait. Parce qu'on est typiquement sur ce sport, comment muscler le cerveau sur un temps qui dépasse la minute, quoi, pour des effets un peu à long terme, quoi. Mais donc je te rejoins. Moi, c'est exactement ce que j'essaie de faire. C'est pas simple. Ah, c'est clair. Surtout, comme tu dis, dans un fonctionnement, faut
toujours aller tout plus vite parce que du coup, il faut pas rater la prochaine opportunité. Ouais. Il faut pas rater le prochain changement qu'il va y avoir dans l'entreprise. Il faut pas rater l'évolution du marché de ci, de là. Clairement, oui, ça va trop vite, quoi. Tout va trop vite. On se précipite, quoi. Je veux dire, ton calendrier, il est rempli en 2 secondes. Même pour booker un week-end avec des potes, il faut attendre 3 semaines. Ouais. Après, je dis pas que tout le monde vit comme ça, mais en tout cas, je pense que les personnes qui Ouais. trouvent ce qu'on est en train de se dire doivent être un peu dans le même type de pattern et d'habitude, quoi. Ouais. Alors, Donc il y a après, la aussi question, comment tu arrives à ralentir sans rentrer dans Ouais. les espèces de caricatures du slow living ou des trucs comme ça tout de suite, quoi. Mais il y a des espaces intermédiaires, je pense, qui peuvent être intéressants à trouver et peut-être des inspirations, comme tu dis, dans les modèles d'apprentissage plus traditionnels, comme on a expérimenté depuis plus longtemps, ou même des modèles des fois de recherche, parce que la recherche, par exemple, aussi, dans certains secteurs, c'est très long, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'expérimentation, c'est accepté que ça soit comme ça. Ouais. C'est ce ratio de temps de cerveau disponible, finalement. Moi, j'essaye de voir, en fait, dans la journée, de découper la journée avec tous les temps qui sont pas liés à la recherche d'informations, qui sont juste liés à la vie quotidienne. Tu vois, le rush du soir pour les gosses, le matin, la pause du midi, ou enfin le temps de déjeuner convenablement. Et en fait, après, il te reste des slots de disponibles, tu vois. Et donc, il te reste pas 24 heures. Il te reste des slots de temps qui sont hyper précis. Et c'est dans ces slots de temps que j'essaye de faire de faire mon job, mais de faire ma veille aussi. Donc, en fait, c'est un peu de l'innovation sous contrainte. Et du coup, ça t'oblige en conscientisant ça, d'être efficace, enfin un peu plus efficace. Moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé pour faire ma veille que de pas être en mode, je suis en mode sujet, en mode thème, mais je suis en mode, déjà, j'ai ma vie, et by the way, il y a, entre des grands moments de vie comme ça, il va falloir que je sois efficace sur différents sujets, mais... Je pense que, en tout cas, moi, je te rejoins sur la démarche de prioriser ta vie et les grands moments de vie, avec les enfants, les repas, tous ces points-là, quoi. Et de se dire, déjà, je vis et je profite de tous ces moments. Et puis ensuite, je vais définir des slots, en effet, arrêtés sur lesquels je vais rentrer dans une forme d'exploration par rapport à des sujets particuliers, quoi. Et pas se laisser se perdre, justement, dans ces explorations, parce que sinon, c'est le côté qui est magnifique de la vie, c'est que c'est infini, mais en même temps, c'est infini. Donc, tu peux cramer tout ton temps de vie à faire de la veille, quoi. Et à structurer de l'information, la ranger, et pas forcément l'utiliser. Je te coupe 2 minutes, j'ai ma fille qui me demande un truc. Ouais, pas de souci. Attends, je reprends le fil là. C'était sur le ratio de temps disponible. Ah oui. Donc, je te dis ça parce que c'est pas évident quand on est dans le numérique, on est en veille sur des sujets d'innovation, que de se dire à 18h, on lâche tout, quoi. C'est plutôt l'inverse. C'est en fait, quand tu as des sujets de veille comme le PKM, comme les systèmes, les business models, l'INO, en fait, de l'info, t'en as tout le temps. Et potentiellement de très très bonne qualité. Alors, tu as beaucoup de bruit, mais tu as autant... Enfin, je sais pas quelle est la proportion, ça dépend comment ta veille est structurée, ce que tu regardes et tout, mais c'est pas évident de se dire j'ai ma vie de tous les jours et à un moment donné, je sanctuarise ces moments-là pour pas tomber dans des rabbit holes. Et j'imagine que des profils comme nous, l'homo numericus, voilà, c'est un peu plus balèze de reprendre le contrôle que, je dirais, d'autres types de profils, parce qu'on est particulièrement amené à déraper, en fait. Et j'ai combien de gens que j'ai interviewés, combien d'amis et de collègues qui se font mais complètement absorbés parce qu'ils sont dans le FOMO, dans cette veille constante. Et moi, ça n'a pas été simple. D'ailleurs, je dis pas que j'ai complètement réussi. Moi, je te rejoins sur par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le côté du concret, en fait, de la vraie vie, quoi. Genre, dans la vraie vie, tu as des activités qui, normalement, sont censées faire kiffer avec des humains, où il y a une volonté d'aboutir à quelque chose en passant par plusieurs étapes, et pour
réaliser ces étapes, tu as besoin d'avoir de la matière et des ressources. Et donc, du coup, là, la veille, elle est nécessaire pour ça. Et derrière, en plus, tu vas en parler, tu vas la rendre applicable, tu vas la vivre, et tu vas aboutir à quelque chose, quoi. Tu as un projet qui aboutit, et du coup, là, tu peux dire, OK, ça y est, ça a avancé, puis on peut passer au projet suivant. Et en fait, c'est un terrain de jeu qui est en constant renouvellement, et je pense que c'est là où, du coup, on est vivant, quoi. C'est quand on est en train de jouer dans des terrains de jeu, comme quand on était enfant. Du coup, pour pouvoir jouer de manière intelligente et efficace, on a besoin d'avoir les bonnes ressources, les bons objets, les bons outils, et du coup, boum, là, ça tourne, quoi. Et en tout cas, moi, j'essaie d'avoir ce garde-fou-là de plus en plus. Parce que sinon, si t'es pas dans le contexte d'un projet ou d'un terrain de jeu réel, tu peux te perdre dans la connaissance au sens large, dans des tonnes et des tonnes de lectures, dans des tonnes et des tonnes de discussions. Parce que le truc de la discussion, c'est pareil, on croit que c'est concret, mais en fait, c'est pareil, c'est infini, quoi. Tu peux discuter sur des threads sur Twitter, mais pendant toute ta vie entière. Tu peux discuter à des cafés philo en local pendant toute ta vie entière, et t'es persuadé que c'est tout le temps en train de venir raffiner. Bien sûr que ça fait évoluer et que ça raffine ton être, j'ai envie de dire. Mais est-ce que ça t'aide à faire des trucs de ta vie qui sont kiffants et qui sont alignés avec ce que tu veux faire ou pas? Faut trouver le truc pour pas se perdre dedans, quoi. C'est comme, tu sais, les pensées un peu classiques, mais que je trouve justes, qui sont... tu peux lire toute ta vie des livres, mais du coup, tu n'auras jamais vécu quoi que ce soit de ce que tu as lu dans les livres, parce que tu n'as fait qu'accumuler de la connaissance. Alors que si tu lis des livres, mais que derrière, tu passes dans l'expérimentation des choses dans le réel, bah, du coup, tu es en train de vivre à ce moment-là, quoi. Tu peux lire des tonnes de livres sur l'escalade, tu trouveras ça génial, la philosophie de l'escalade, la pratique et compagnie, mais ça remplacera pas le fait d'être monté sur un rocher, quoi. Et du coup, je pense que le risque de la connaissance, c'est ça, des fois, c'est de te donner l'impression que les choses, tu es en train de les faire, ou que tu les connais, que tu les as faites, mais en fait, tu t'as rien fait, tu étais assis dans une banquette, quoi. Je veux dire, ton corps n'a rien expérimenté d'autre que de lire des lettres sur un papier, quoi, ou sur un écran. Ça me fait vachement penser à la vidéo sur laquelle je suis tombé hier en doom scrolling, voilà, va bien. Mais je suis tombé sur cette vidéo de Steve Jobs qui dit un peu ce que tu dis là, hein, c'est-à-dire, alors lui, la comparaison, c'est sur le métier de consultant. Alors bon, c'était il y a 25 ans, un peu changé, mais il dit que consultant, c'est une vision en 2D, quoi. En fait, il connaît tout, mais la profondeur de l'expérimentation de la vie, de la vraie chose, c'est voilà, il pense pas, il vit pas en 3D, et ça me fait marrer parce que quand tu parles de veille, on peut être facilement très très vite beaucoup en 2D et pas aller vivre, faire les choses. Et moi, ce qui m'a pas mal aidé en faisant, mais on est sur les mêmes sujets, c'est quand tu fais de la veille sur l'entrepreneuriat, c'est très difficile de pas vouloir faire en fait les choses, tu vois. C'est il y a des sujets comme ça qui peuvent rester très plats. Par contre, il y en a d'autres, ça t'incite à passer à l'action un peu tout le temps. Alors sur ce sujet de gestion de connaissances personnelles, bon là, je pense qu'on a bien compris que c'est un gros morceau. Chez toi, c'est aussi un gros morceau sur le podcast en général. Si on a envie de creuser en fait le sujet, tu aurais 2-3 sources à nous partager pour un peu aller plus loin, des gens intéressants à suivre qui sont un peu inspirants sur ça. Ouais, ben tu vois, je retiens jamais les noms exactement, mais par contre, sur mon Twitter, il y a bien 70% des gens que je follow depuis, les derniers follow que j'ai, donc moi je follow, hein, qui sont des gens qui sont sur des sujets autour du Personal Knowledge Management ou des tools for thought aussi, là, le TFT comme ils appellent ça, qui sont les outils justement d'aide à la pensée. Ouais. Et donc du coup j'invite à aller regarder des gens que je follow, et moi je fais souvent ça d'ailleurs, d'aller regarder des gens que je follow, et puis d'aller suivre ces gens là, et là il y a un mec qui s'est mis aux États-Unis sur le second cerveau, c'est même lui qui a un peu conceptualisé la chose, je crois. C'est Thiago Forte. Ouais, voilà, le Thiago Forte. Qu'est-ce que ça vaut parce qu'il s'est mis sur le créneau, il l'a bien packagé, il l'a bien marketé. Moi j'invite, je l'ai pas lu en entier, mais j'invite à lire son livre justement, Second Brain. Et par contre, ces deux principes aussi, qui sont le principe para et le principe code. Donc en gros, para, c'est la manière dont tu as d'organiser l'information entre des projets, des to-do, des ressources, des archives.
et des areas. Donc, le P, c'était ça, c'était projet, area, ressources et archives. Et après, moi, je rajoute To-Do aussi parce qu'il l'a pas rentré dans son système. Mais c'est une manière d'organiser l'information. Ça, il en parle dans son livre. Il a aussi un livre qui est dédié juste à cette partie-là. Et après, la partie code, qui là est capture, organize, distill et expose, je crois, qui est vraiment tout le process plutôt de création. Donc de se dire, bah voilà, comme je disais tout à l'heure avec le téléphone, tu captures des choses. Après, derrière, tu les organises avec un système qui sert à organiser. Après, distill, c'est tu vas utiliser ces choses que tu as de côté pour pouvoir en créer des nouveaux contenus mais qui viennent de toi. Donc avec ta propre interprétation, ta propre prise de notes et tout. Et le côté express, c'est ensuite tu vas créer des choses que tu vas remettre au monde, que ce soit des projets, des livres, des vidéos, tout ce que tu veux. Et donc voilà, il a aussi tout ce process-là. Donc sinon, Thiago, ça reste une personne qui est référente sur le sujet. Après, des fois, il est un peu fermé sur certains axes. Et là, ça vaut le coup d'aller regarder chez d'autres personnes. Et notamment, l'outil que j'utilise s'appelle Tana, donc T-A-N-A, qui a une communauté qui est très active. Et dans le lot, il y a des personnes qui sont un peu inspirantes sur le sujet du PKM, qui sont à suivre, qui sont facilement trouvables d'ailleurs, parce que si on fait une recherche sur Tana, souvent on voit leurs tweets qui remontent et ça vaut le coup d'aller les suivre. Et je les follow aussi, donc ça permet d'avoir une gamme assez large sur ces gens qui travaillent sur le sujet de la connaissance et l'organisation de la connaissance. Oui, le Thiago Forte, donc il a une chaîne YouTube maintenant, il fait des podcasts. On voit des invités intéressants qui sont c'est pas mal. Et alors du coup, en termes d'app, là, tu nous parles de Tana. Alors, les apps que tu utilises sur le PKM ou pour gérer ta connaissance sur tous les sujets, j'ai envie de te dire. Donc Tana, c'est un espèce de Notion, c'est ça? Donc pour ceux qui connaissent Notion, ça doit parler. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, il y a deux manières les outils pour prendre des notes. En gros, on va faire simple, les outils pour prendre des notes. Il y a deux manières de prendre des notes. Soit tu prends des notes en mode texte, classique, quoi, comme dans un Google Doc. Soit tu prends des notes en mode outline. Donc en gros, c'est à chaque fois avec des sortes de débuts en mode liste à puce. Et en gros, la prise de notes en liste à puce, ce qu'elle permet, c'est d'avoir toujours une organisation en liste à puce, mais que tu peux imbriquer les unes dans les autres. Donc tu peux créer des arborescences en fait de contenu comme ça. Et surtout, dans les outils qui utilisent ça, tu peux cliquer sur une puce. Et ça va t'ouvrir une page qui est vraiment focus sur comme tu zoomais en fait dans ta puce, quoi. Donc imaginons, tu as une puce, c'est projet 1, projet 2, projet 3. Si tu cliques sur projet 2, pouf, ça zoome dedans. Et après, tu as toutes les informations de projet 2. Et après, si tu cliques sur un élément dedans, pouf, tu vas encore rentrer dedans. Et du coup, c'est une manière d'organiser l'information qui est beaucoup plus structurée et structurante de mon point de vue. Et donc, Tana fait partie des outils qui utilisent ce mode d'écriture-là. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi Logseq, par exemple. Donc, c'est Logseq. Logceq, qui lui est aussi un outil qui fonctionne en outline et qui a la particularité d'être open source et d'être gratuit et de fonctionner en local. Donc, pour les gens qui préfèrent avoir des apps qui sont vraiment tout local, Logseq est plutôt pas mal. Et il y en a aussi un plus vieux qui était même plutôt pionnier avant Rome Research aussi, qui s'appelle Workflowy. Et Workflowy, c'est exactement ça, c'est vraiment juste des listes à puces. Donc moi, je conseillerais d'expérimenter en fait ce type d'outil, Logseq ou Workflowy pour commencer, parce que Tana, c'est un peu plus complexe. Et du coup, de découvrir un peu qu'est-ce que ça fait que de prendre des notes avec un outil qui est un outliner. Qu'est-ce que ça change en fait dans la manière de prendre des notes, dans la manière de capturer, d'organiser l'information. Et juste cette expérimentation-là, elle peut se faire pendant 5-6 mois pour ceux qui l'ont jamais fait, et ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que ça change beaucoup de choses dans la manière d'appréhender l'information et la connaissance et la manière de l'organiser, de la structurer. Alors, l'outil dont moi j'ai entendu parler pendant pas mal de temps, c'est Obsidian quand même. Et Obsidian, Obsidian va être justement comme un Logseq. Donc, c'est local first et ça fonctionne bien offline aussi, donc tu as tes fichiers sur ton ordinateur. Par contre, Obsidian fait partie de ceux où tu écris ton contenu classique comme dans un... c'est pas un outliner. Ah ok, d'accord. Voilà, c'est pas un outliner. C'est pour ça que du coup, tu as vraiment deux teams qui sont formés. En fait, quand il y a Logseq qui est sorti, c'est parce qu'ils prenaient la tendance de Rome Research, donc il y a 5 ans, qui était l'un des premiers à faire un outliner un peu plus évolué que Workflowy. Donc Logseq a suivi cette vague-là en disant nous on veut faire pareil, mais on veut pas un truc online, on veut un truc local
avec open source et compagnie. Et Obsidian, ils ont fait, nous, on veut la même chose que Logseq, mais par contre, on veut pas leur truc où ils écrivent en outline parce que on pense qu'il y a des gens qui supportent pas ça, qui préfèrent écrire en texte libre. Et donc, du coup, ça fait partir de branches comme ça. Et donc, 2 types de communautés, et donc une belle diversité en fait de manières de structurer l'information, d'organiser, et surtout que les 2 outils, tous les outils là fonctionnent vraiment avec des communautés qui vont créer des plugins, qui vont créer des modules en fait qui vont pouvoir s'ajouter aux applications pour pouvoir démultiplier des grosses communes. Les communautés sont, ça c'est super intéressant, les communautés qui montent derrière ces outils là, ça crée vraiment une super dynamique quoi. Et tu utilises quoi d'autre à part Tana? Du coup, Tana, c'est pour mon PKM, c'est Tana. Notion, que tu parlais juste avant, moi je l'utilise pour la partie coopérative. En gros, je peux pas faire entrer 2 personnes dans Tana parce que c'est encore un outil qui est trop, qui est trop décalé par rapport aux usages habituels. Je vais pas non plus accepter tout le temps de travailler dans des outils comme la Google Suite ou l'univers Microsoft parce que ça peut être très limitant. C'est des outils qui sont déjà, en gros, qui proposent leur propre structure, mais que tu peux pas revisiter et restructurer. Donc, en gros, tu es obligé de suivre un modèle et qui, des fois, va pas aux gens ou va pas au projet. Donc, en fait, ça peut rajouter de la charge mentale d'être dans ces suites-là. Et donc, du coup, quand c'est possible, je vais proposer de fonctionner sur un outil qui est intermédiaire et qui commence à vraiment bien monter et à s'ouvrir en France, qui est Notion, où là, du coup, tu peux avoir une structure qui est très simple, avec des pages dans des pages dans des pages, mais tu peux aussi avoir une structure plus complexe avec justement des bases de données où tu vas pouvoir gérer un système de tagging, tu vas pouvoir connecter des éléments de différentes typologies ensemble. Enfin, c'est l'un des outils modulaires qui commence à être le plus accessible pour une large gamme de population et que je trouve vraiment intéressant. Donc la partie coopération, on va dire, ou même des fois mise en forme de certains contenus quand tu veux créer des espèces de packs de ressources ou des choses comme ça, je vais avoir tendance à le faire dans Notion. Et tout ce qui est visual thinking, un peu tout ce qui est Miro, tout ça, tu le gardes encore Alors ça va être ça va être le premier jet en fait. Et ça, je pense que c'est important. D'accord. C'est des outils comme Miro, Mural, ou tous ceux qui ont émergé récemment de travail sur des espèces de whiteboard à l'infini, avec des post-it, avec des mind mapping ou des choses comme ça. C'est le super premier outil pour travailler avec des gens à distance, ou même pas mal maintenant en présence aussi. Qui permet de poser les premières idées, de travailler sous un format d'atelier ou de workshop, de structurer des premières informations et des choses. Et en tant que toi, outil pour ta connaissance personnelle, pour documenter à ton échelle, tu l'utilises en perso ou non, juste quand c'est... Non, j'utilise vraiment pour le partie collaborative parce que justement, c'est tellement proche des usages qui étaient le tableau, les post-it, toutes ces choses-là, que la plupart des gens se sentent à l'aise dedans et du coup vont pouvoir organiser les choses. Mais moi personnellement j'ai plus besoin de passer par cet intermédiaire visuel là pour structurer de l'information. Le simple fait de fonctionner en outline dans Tana, c'est un peu comme si j'étais en train de coller les post-it et de les organiser quoi. Intéressant. Je le fais en outline. Ok, et là je t'avais coupé là, donc tu parlais de Logseq, tu avais un usage aussi avec Logseq? Ouais, non, je disais juste que Logseq, du coup, je l'utilise aussi en tandem, on va dire, avec Tana, parce que Tana, eux, ils ont le parti pris de fonctionner en online, donc du coup, hébergement online. Donc du coup, quand tu es dans le train, des fois, ou quand tu veux prendre de la prise de notes rapide dans un endroit où il n'y a pas de réseau, c'est un peu chiant. Donc du coup, là, je vais utiliser Logseq en local, et après, je vais faire vu que c'est un outliner et que l'autre c'est un outliner, j'ai juste à faire des copier-coller pour pouvoir les importer dans Tana quand je veux l'organiser. Par contre, Logseq, c'est vraiment juste du coup un usage de première capture, quoi. Première capture, première prise de notes. Et je sais que à chaque fois qu'il y a une prise de notes, la petite to-do de fin, c'est export dans Tana. Et c'est vraiment dans Tana où je travaille. Pour pas démultiplier les espaces où du coup mon cerveau pourrait hésiter en disant tiens, est-ce que c'est plutôt là ou est-ce que c'est plutôt là. Mon cerveau, c'est dans Tana. Tu nous as bien vendu Tana. Moi, je l'ai pas encore essayé. J'ai qu'une envie, c'est de faire cette petite expérimentation de. Alors, je sais pas, ça, j'ai pris jusqu'à 8 mois, quelques semaines au moins, pour voir. Parce que c'est vrai que c'est après, t'as ton champ de connaissances, si à chaque fois tu le bascules d'un outil à l'autre, c'est conséquent, quoi. Ça, c'est toujours la grosse question, quoi. C'est quand tu commences à être all-in sur un outil, et un jour, peut-être qu'il faudra faire une migration, et est-ce que ça sera faisable ou pas. C'est pour ça que, par exemple, tu vois, Tana, pour le coup, moi, je le trouve génial comme outil. On n'en parlera pas là, parce qu'on pourra en parler pendant des heures, et d'ailleurs, je suis en train de faire une petite vidéo tuto pour pouvoir rentrer dans Tana, donc je te l'enverrai, quoi, si tu veux expérimenter.
Des outils comme Logseq justement ou comme Obsidian qui fonctionnent en local, ils fonctionnent sur des fichiers qui sont des fichiers vraiment sur un format qui est le plus compatible possible entre les outils. Donc le format Markdown par exemple, tu vois, c'est des fichiers. Chaque note, ça va être une note Markdown, tu vois, et donc du coup, si jamais tu construis vraiment pendant des années des éléments sur ce type-là de fonctionnement très simple, juste de fichiers Markdown, normalement, tu peux très facilement en fait faire du portage ou de la connexion avec d'autres outils qui sont compatibles là-dessus. Et donc du coup, c'est voilà, ce que je disais, c'était la grande question, c'est Tana est vraiment génial et du coup, j'ai vraiment envie de continuer à l'utiliser, mais par contre, il n'y a pas cette fluidité-là de compatibilité avec les autres outils au même niveau que des trucs comme Logseq ou comme Obsidian. Et du coup, dans l'avenir, ça peut peut-être amener à des réflexions de se dire, voilà, peut-être que du coup, ça serait judicieux d'être sur un outil qui est plus simple, plus minimaliste, mais qui fonctionne sur un format qui est vraiment viable sur le très long terme, quoi. Ouais. Alors, on va finir un peu l'épisode sur tes sources perso. Est-ce que tu pourrais nous partager 2-3 sources perso c'est quoi tes champs de veille perso en général? Est-ce que je vois que sur ta chaîne YouTube, tu n'as pas que les sujets que tu viens de nous partager. Il y a aussi le bien-être, du yoga, je crois. Ouais, alors je peux te faire un petit panel. Donc tout à l'heure, je parlais de mon job de Chief of Staff externe. Donc là, c'est vraiment de l'accompagnement de direction d'entreprise sur un panel très très large de tout ce que doit faire une direction d'entreprise. Donc du coup, là, il va y avoir de la veille sur les organisations, sur la gouvernance, sur les modèles économiques, sur de la prospective aussi, tous ces champs-là. Moi, à la base, je suis designer aussi. Donc du coup, tous les champs qui tournent autour du design, je continue à être en compétence dessus et à faire de la veille. Donc, les outils de design pour travailler sur la fiction, sur les futurs, des outils de design pour le travail collaboratif, sur les workshops, sur la facilitation, enfin, sur tous ces points-là. On a parlé de la partie knowledge, la partie project management aussi, du coup, je travaille là-dessus. À côté, je fais aussi de la musique électronique. Donc, du coup, je savais pas ça. Ok, super. Explorer. Ça fait depuis que j'ai 18 ans que je mixe. Donc, du coup, j'ai un collectif sur Lyon avec lequel on fait de la musique. Donc là, en termes de, tu vois, si un jour tu interviews quelqu'un qui est DJ, par exemple, pour parler de l'organisation de la connaissance, c'est intéressant. Parce que là, du coup, c'est du digging, mais et du rabbit hole, mais de musique, quoi, tu vois. Tu peux tomber dans les méandres pendant 5 ou 6 heures de différents labels avec des morceaux qui vont être fous. Tu vas te mettre à rebondir sur un artiste, sur un truc, et puis après, tout ça, tous tes morceaux, faut que tu les ranges et que tu les organises aussi pour pouvoir les utiliser derrière. Donc, est-ce que tu les ranges par genre? Est-ce que tu les ranges par artiste, album, par mood, par playlist de soirée? Enfin, tu vois, t'as une grosse réflexion sur l'organisation de la musique quand t'es artiste et que tu fais des performances. Tu sais que l'un des premiers invités du podcast il y a 3 ans, dont je savais pas exactement où était la ligne éditoriale, j'ai quand même demandé à DJ Zebra s'il voulait venir. Et il m'avait dit oui, et je ne l'ai jamais invité. Donc comme quoi, ça me donne envie de le relancer. Ah ouais, tu devrais le relancer carrément. Je connaissais pas le rabbit hole dans lequel un DJ pouvait tomber. En plus, lui, si je me rappelle bien, c'était un peu le roi du mashup et compagnie, donc il a intérêt à avoir beaucoup de matière bien organisée pour pouvoir d'ailleurs se dire, tiens, je vais essayer de mélanger du Gainsbourg avec des Daft Punk ou je sais plus trop ce qu'ils faisaient comme mashup, mais c'est intéressant, cette jointure-là. Donc il y a ça, et puis après il y a aussi tout un champ d'exploration sur les dimensions plus de la vie, la spiritualité, la philosophie, enfin je sais pas quoi, enfin de se dire que j'ai pas envie que mon cerveau reste juste, mon cerveau, même mon corps reste juste à explorer ce qui est à disposition autour de nous, quoi. Il y a des choses qui sont dans l'invisible ou dont on ne parle pas souvent, ou, tu vois, un côté un peu, on a déjà exploré toute la planète physique, mais la planète immatérielle et spirituelle, on n'a pas encore exploré, et ça se passe pas non plus que dans les choses qui sont scientifiquement développées ou prouvées. Donc il y a tout ce champ-là. Lié un peu à ça, sur ta chaîne YouTube, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire de contenu assez, j'allais dire pas différent, mais c'est hyper inspirant. Il y a du pro, mais il y a aussi des exercices de respiration, de sophrologie, de yoga. T'es un créateur qui se limite pas à sa niche, et ça j'aime bien. C'est que on peut, bien sûr, t'as tes domaines de veille, de compétences, d'expertise, mais tu réussis quand même à ajouter autre chose. Et je trouve que ça ajoute à
à la profondeur, ça permet de te découvrir aussi, et il y a un côté qui est dans l'empathie aussi qui est très fort. Donc je sais pas si tout ça a été voulu, mais en tout cas quand on est sur ta chaîne Fabrice Liu, on peut passer des heures, quoi. Bah en tout cas je crois que depuis que j'ai eu la possibilité de partager des choses via les internets avec les premiers réseaux sociaux, je me suis toujours amusé à le faire parce que je trouvais ça intéressant de se dire si je trouve des trucs intéressants, ça vaut le coup de le partager. Et je me suis créé une espèce d'habitude comme ça en se disant bah tiens, je vais faire de la veille dans plein de sujets, et puis derrière je vais pouvoir en rajouter une couche d'interprétation, de traitement, je vais pouvoir y croiser avec d'autres trucs. Et puis je vais pouvoir le mettre à disposition. En fait, c'était un exercice qui était très personnel et qui était très agréable et qui continue à l'être, mais du coup qui est possible aussi parce que c'est pas comment dire, l'activité économique, mon business ne repose pas sur ça. Sinon ça marcherait pas. Très clairement, je pense que je suis c'est ce que me disait un pote la dernière fois. Il me disait, depuis tant d'années, que tu organises et tu structures tellement de ressources, de données, de connaissances, et tu en partages tellement. Et il me dit, c'est quoi le retour sur investissement là-dessus? Et je lui dis, franchement, si j'avais un calcul à faire, je pense que j'ai dû avoir un taux de rebond de 2 ou 3% sur tout ça, quoi. Il me dit, bah dis donc, ça fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose en retour. Et je lui dis, bah ouais, mais je sais pas, il y avait un kiff à ça. Et c'est un peu en train de changer, tu vois. Je me dis, on est un peu dans une autre ère où on faisait un peu de prospective avant, on parlait un peu aussi de la philosophie de plus on crée, plus du coup ça crée des choses que les autres ont envie de regarder, et ainsi de suite, quoi. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, surtout en France, quand je partageais plein de trucs de partout, il n'y avait pas beaucoup de monde qui prenait la parole sur Internet et qui créait des contenus. Là, maintenant, on est dans complètement l'inverse, quoi. Il y a tout le monde qui va à créer du contenu. Donc du coup, est-ce que le fait de rajouter une pièce dans le game sans vraiment d'organisation, mais en mode complètement comme ça vient, comme ça, c'est judicieux encore ou pas, tu vois. Donc du coup, c'est une réflexion de fond que je suis en train d'avoir, tu vois, de me dire, merci pour ton feedback pour la chaîne YouTube, mais tu vois, typiquement, peut-être que demain, je garderai juste la newsletter où du coup, je suis dans ce mode exploratoire. Ouais, tu te laisses libre. Ouais. Comme ça reste un playground qui fait du bien, en fait. Donc, du coup, bien sûr que je vais le garder. Mais de se dire que, il y a seulement ceux qui auront choisi de s'y abonner qui rentreront dans ce truc-là. Et puis qu'à côté, je partagerai que des trucs très spécifiques et très nichés par rapport à ce que j'ai envie de développer du moment, comme le fait d'être Chief of Staff externe ou des choses comme ça sur les réseaux, pour être vraiment juste sur une verticale très précise pour pouvoir travailler les projets que j'ai envie de faire dans la vraie vie. Et puis après, le côté exploratoire, ça sera juste à un endroit où, si tu cliques, tu rentres, quoi. Mais au moins, c'est pas là en mode arrosé complet et ça va popper de partout sur les réseaux, quoi. Ouais. C'est une réflexion. Moi, cette réflexion-là, je la partage, et je trouve que tu t'inscris dans un mouvement qui est pas marketé et qui existe. Je pense qu'on est des millions, peut-être des milliards dans le monde à être dans ce move-là, qui est pas la créateur économie, qui est pas la recherche de rentabilité sur un ratio, de se dire je partage tant, je dois récupérer tant. Et c'est ce que tu dis, tu te retrouves pas dans ça, sinon tu aurais arrêté, parce que si tu pilotes sur ces ratios-là, t'es vite déçu, ou voilà. Moi, je dirais que tu es plutôt dans la fulfillment economy. C'est l'économie de l'épanouissement. Et de se dire... et moi, je le vois comme ça. Je trouve qu'on est énormément de créateurs. Et c'est souvent les créateurs qui... c'est pas ceux qui cartonnent, mais c'est ceux qui ont peut-être la chance de tisser le plus d'empathie avec les autres. Et c'est ceux qui ne recherchent pas forcément à monétiser quoi que ce soit. Mais c'est ceux qui s'expriment. Parce que ça remplit quelque chose dans leur vie, en fait. Et on parlait de passion economy dans les premiers 3-4 dernières années, qui était un peu le terme originel utilisé avant que ça devienne la creator economy et que tout soit indexé à l'aune de la rentabilité. Mais même la passion economy, ça reprend pas exactement ce qu'on ressent nous. Quand moi je t'entends, j'entends quelqu'un qui a besoin de le faire parce que ça lui fait du bien.
Et on est combien à avoir des chaînes et des médias et des podcasts parce que on kiffe ça, on aime tant le sujet que la forme. Et tu vois ça, je te pose la question parce que ma digression est un peu longue, mais c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des créateurs, est-ce qu'il n'y a pas des outils ou une infrastructure qui devrait adresser ces gens-là, non pas à les aider à monétiser quoi que ce soit, mais déjà à les aider à pas faire perdre d'argent dans ce qu'ils investissent. Parce que, mine de rien, en fait, cette side economy, cette fulfillment economy-là, c'est du temps à passer, c'est du temps que tu passes, tu vois, c'est du temps que je passe, c'est des outils, c'est des abonnements. Et souvent, en fait, c'est un coût, c'est un temps. Et ça, déjà, si on arrivait à rentrer dans nos frais sur ces choses-là, ce serait déjà pas mal. Or, en fait, tout est focalisé pour te faire gagner de l'argent. Mais il y a un delta énorme. C'est pas les mêmes paradigmes entre vouloir gagner ta vie avec ça et juste rentrer dans tes frais. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a l'infrastructure, elle est complètement dirigée vers la monétisation, alors que des gens comme toi, des gens comme moi, et j'imagine beaucoup de créateurs, s'ils rentraient dans leurs frais, ça serait déjà pas mal. Tu partages ça ou pas? Tu peux. Ben, tu vois, c'est le bon moment pour faire ce podcast parce que je vais potentiellement te donner une réponse que j'aurais jamais donnée il y a encore quelques mois. Je t'aurais dit il y a quelques mois, genre, peut-être qu'on pourrait trouver une solution, parce qu'on parle en termes d'innovation, pour mettre en place un système qui serait, comme tu dis, rémunérateur pour les gens qui créent des choses, parce qu'au final, créer, c'est un peu un bien commun, et du coup, ça enrichit tout le monde, et tu vois, un truc comme ça. Et un côté aussi un peu, pas anticapitaliste, mais de se dire, faut pas toujours essayer de tout monétiser, ou de forcément créer du bénéfice sur tout ce qu'on crée ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, j'aurais tendance plutôt à donner une réponse du genre... je donne l'exemple de ce que je peux mettre sur YouTube. Tu vois, par exemple, il y a une salle de sport que j'ai avec mon coworking. Du coup, je fais du mouvement qui est du mouvement intuitif. Et je me dis, le mouvement intuitif, pour des gens qui bougent jamais, franchement, c'est vraiment la super porte d'entrée. Parce que t'as pas à te mettre d'obligation sur quoi que ce soit. T'as pas à forcer. T'as vraiment un truc sur l'écoute de ton corps. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, vas-y... quitte à être dans la salle tout seul, je me fais 30 minutes où je me fais ma session de mouvement intuitif, je l'enregistre et puis je la garde de côté. C'est plutôt propre, c'est bien filmé parce que c'est avec un iPhone 15 Pro, je le monte un peu, ça me prend pas trop de temps et ça part, quoi. Du coup, derrière, je me dis, je vais prendre et puis je vais mettre sur ma chaîne YouTube et puis ça part, quoi. Et puis ceux qui seront intéressés, ils iront dessus, j'y partage un peu dans mes newsletters et puis voilà. Mais en l'état, ce que j'ai pu créer et ce que j'ai pu mettre à disposition comme je l'ai fait, est-ce que ça a vraiment de la valeur, tu vois? Est-ce que je suis pas en train de rajouter du bruit à tout plein de gens qui feraient la même chose? Parce qu'en fait, c'est pas packagé suffisamment pour que ça soit utile à quelqu'un, tu vois. Du coup, ma réflexion, c'est de se dire, si je suis capable de faire la step d'après, qui est de se dire, je fais un pack de mouvements intuitifs, de 10 vidéos, au lieu de les mettre comme ça sur mon YouTube et de les partager en mode ouvert sur les réseaux, tout, regardez si vous avez envie ou quoi que ce soit, je vais au bout du truc. Je fais vraiment un pack. J'explique en quoi le pack a de la valeur. J'explique qu'est-ce que ça va apporter à la personne, en combien de temps. Enfin, tout comme quelqu'un qui sait vendre le fait très bien. Je mets ça sur un espace, je fais un funnel pour faire en sorte que les gens y aillent. Je suis pas obligé de le mettre à énormément cher, mais j'essaie de le mettre à une vraie valeur que ça peut avoir, de se dire, c'est un starter pack pour te remettre à bouger, de créer une habitude de mouvement. Il y a 10 vidéos dedans, potentiellement, tu mets un billet de 90 balles, et du coup, avec 90 balles, tu peux te lancer à rebouger. Ça a de la valeur, tu vois. Et je pense que là, ça serait plus utile au monde si je faisais ça jusqu'au bout comme ça. Oui, et quelque part derrière, ça serait d'être allé au bout de la valeur que je peux apporter. Et donc normalement, si ça a vraiment de la valeur autant que je l'avais estimé, il y a des gens qui vont l'acheter et je vais avoir un retour sur investissement et potentiellement ça va me permettre de retomber à zéro sur le temps et l'énergie que j'ai passé. Et donc moi, en tant que créateur entre guillemets, ça veut dire que j'ai une certaine responsabilité d'aller jusqu'au bout et de potentiellement pouvoir valoriser la chose pour tomber à l'équilibre. Ou sinon, si entre guillemets, je fais des trucs propres, mais sur les étapes 1, 2, 3, mais que je saute les étapes 5, 6, 7 pour le rendre vraiment compréhensible et utilisable de l'autre côté, j'accepte qu'en fait, c'est à perte. Comme j'ai fait depuis une dizaine d'années. Mais tu vois, là, je suis dans une réflexion en me disant... là, c'est hyper intéressant. Le à perte, potentiellement, il y a un risque de créer du bruit parce que, tu vois...
avant, quand tu arrivais à faire une captation d'une session de mouvement avec un micro qui enregistre le son propre, avec la vidéo qui est propre, de mettre ça en ligne, ça avait énormément de valeur, juste le fait de l'avoir fait. Oui, juste ça, bien sûr. En termes de technique, c'était compliqué. Là, maintenant, je mets des AirPods, je mets un iPhone Pro, je lance l'enregistrement, à la fin, pour l'édition, j'ai un truc en IA qui me fait un clean du son propre, et du coup, j'ai une vidéo propre avec du son propre. Je balance ça sur un YouTube en un clic. Tout le monde fait ça maintenant. Donc, en fait, la valeur, elle est plus à créer du contenu propre, parce que tout le monde le fait. Et en plus de ça, vu que tout le monde le fait, même en termes de fond et de contenu, je pense que le niveau peut potentiellement monter sur certains sujets pour être de plus en plus quali, parce que c'est ça où il y a de la valeur. Donc du coup, c'est plus là où il est le game. Là, je pense que le bruit peut se créer. Toi, c'est du beau bruit, parce que c'est du bruit bien fait, mais ça reste du bruit quand même. Alors qu'aller au bout du bout en disant, en fait, ma réflexion, c'est un pack qui te permet de atteindre tel objectif par rapport à ta santé, et ça coûte de l'argent, parce qu'en effet, j'ai fait ça pour toi dans cette réflexion-là. Là, la personne, elle se dit, ok, soit je choisis de me dire, je vais dans une salle de sport, je paye 25 balles par mois et potentiellement je vais pas forcément y aller, pas forcément bouger. Soit je donne sa chance à ce gars qui me dit ça coûte 90 balles et je teste. Et il fait le choix de se dire pendant un temps, je vais consommer ce contenu-là parce que je l'ai payé. Et donc du coup, ça lui fait un clean en fait sur son truc. Au lieu de se perdre sur YouTube, à essayer de trouver des tonnes de vidéos à droite à gauche et de passer beaucoup de temps, il va regarder ces contenus-là parce qu'il les aura payés. Et en fait, du coup, c'est pour ça que je dis que c'est une réflexion à l'inverse de ce que j'aurais fait d'habitude. C'est une réflexion de dire d'utiliser le côté capitalistique et économique pour travailler cette espèce de filtre, quoi. Les newsletters gratuites, c'est trop bien, mais du coup, tu te noies dedans. Par contre, si tu te dis, j'arrête de regarder des newsletters gratuites et je vais ne lire que des newsletters que je paye, du coup, déjà, tu vas peut-être en payer que 3, et vu que tu l'as payé, tu vas forcément la regarder. Et quelque part, tu crées une économie pour la personne qui a fait l'effort de suffisamment packager son truc pour que toi, tu sois capable de passer à l'acte de dire, je vais payer pour cette personne-là. Ouais. Et ça change la donne, en fait, je pense. C'est hyper intéressant parce que tu dis, en fait, il faut passer au niveau éditeur et pas juste au niveau vidéaste ou youtubeur. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui veulent se différencier et qui veulent donner du signal, ils sont obligés forcément d'aller un cran plus haut dans l'édition, dans le fait de masteriser, de packager et de le contenu. Moi, quoi. C'est ça, je pense qu'en fait, il faut aller au bout de l'effort, en fait. Tu vois, j'ai un pote qui s'appelle Flavien Chervet, tu vois, qui est sur le sujet de l'IA et compagnie, qui a toujours écrit un peu des bouquins et des trucs comme ça. Il a, je sais pas, il doit avoir 8 ans ou 9 ans moins que moi. Non, peut-être, bref, 8 ans moins que moi, disons. Sauf que lui, moi, j'ai créé des tonnes et des tonnes et des tonnes de contenu sur les mêmes sujets que lui, que j'ai mis sur un Notion, en accès libre, où je partageais sur ma newsletter et tout. Genre, tenez, c'est cadeau au monde. Ou pas forcément les gens vont dedans parce que justement il y a beaucoup de choses qui sont un peu éparpillées, quoi que ce soit. Lui il s'est dit, je prends le sujet de l'IA, je prends le sujet de la créativité, je me pose pendant 6 mois, je compile plein de contenus que j'ai eu, je fais un livre avec un éditeur canadien, je sors un livre, il y a un objet, cet objet là il en fait une soirée de lancement, il le vend. Là il en est à son 2e, j'étais à sa soirée de lancement, il a fait une conférence, il y avait 300 personnes qui étaient dans la salle, il a vendu 1500 bouquins je crois en une semaine. Et il s'est positionné sur un sujet vraiment à forte valeur. Et tu vois, il est allé au bout du truc, quoi, de créer un ouvrage. Je pense qu'il y a tout intérêt pour la personne et même pour le monde autour que d'aller au bout de l'aboutissement. Alors, je dis pas forcément faire un livre, mais même aboutir une vidéo sur YouTube, c'est pas juste j'ai lancé ma caméra et j'ai enregistré un truc de 10 minutes propre parce que j'ai une jolie lumière derrière et puis je balance sur les réseaux et j'utilise la stratégie de la quantité, c'est-à-dire que derrière je vais faire du content marketing au maximum, je vais faire de la pub, du machin, du truc comme ça. C'est de se dire, en fait, si ma vidéo elle a vraiment de la qualité et elle apporte vraiment de la valeur, je vais la packager comme un vrai élément que je vais mettre au bout d'un funnel de vente et que je vais juste parler de ça, en fait, de cet aboutissement-là. Et ça sera payant et les gens ils vont aller dessus. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a un côté plus abouti, en fait. Et dans ce que tu dis, il y a le côté, il ne faut pas rajouter du bruit dans un monde de bruit. C'est hyper déjà. Ah, ouais. Éthiquement, je trouve que la posture est super cool. Mais là où c'est un peu plus précis et ça conforte un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est OK pour monétiser parce que du coup, ça va m'inciter à faire de la qualité, à éditer du contenu, à être beaucoup plus pertinent. Mais c'est pas monétiser pour gagner ma vie. Et ça, c'est un peu le mensonge
de ce phénomène de creator economy où on vous pousse à être créateur pour gagner votre vie. C'est monétiser pour un peu rentrer dans ses frais, quoi. C'est un peu pour essayer de déjà faire que cette passion, elle soit possible et répétable et en fait, je pense qu'il y a deux mondes. Il y a ceux qui sont en mode croissance et en mode je veux le faire pour la gloire. Et puis il y a quand même une bonne partie de gens qui sont capables de faire ça, mais qui seraient capables de le faire encore mieux si déjà ils rentraient dans leurs frais. Et ça, je trouve que il n'y a pas d'outil pour ça. Il n'y a pas d'outil qui t'apprend à être un peu, tu vois, raisonnable autant dans ta création de contenu que c'est-à-dire cette approche que tu as là, de se dire, écoute, je vais pas tout faire gratuit parce que sinon je vais ajouter du bruit. Je vais pas non plus faire ça en mode pour la gloire parce que j'ai un autre métier, j'ai d'autres priorités, etc. Cet entre-deux-là, tu vois, je trouve qu'il est pas adressé et pourtant le paid, tu vois, j'ai l'impression qu'on le vit, tu vois, moi, beaucoup d'autres créateurs. Ouais, bah ouais, bien sûr. Mais je pense qu'il y a un truc qui va émerger là-dessus, ou sinon il y aura un petit playbook à poser sur ça, j'en sais rien, ça sera exploré. Idée business pour celui qui veut choper le truc. C'est ça. Mais non, mais clairement, tu vois, même au-delà de rentrer dans ses frais, c'est déjà comment dire, si toi-même, le truc que tu crées, que ça soit, d'ailleurs, on parle de contenu en ligne, mais ça sera tout n'importe quoi, tu peux créer un objet ou quoi que ce soit, si toi-même, tu te verrais pas l'acheter à un certain prix, bah, ça veut dire qu'en fait, il est pas encore suffisamment abouti pour que il ait la valeur de venir prendre de l'attention ou de l'énergie à un autre humain, quoi. Parce que toi-même, en fait, t'es pas capable de le faire. Et le meilleur rapport qu'on a, en tout cas actuellement, par rapport à l'attention et l'énergie, c'est aussi l'argent. Donc, du coup, c'est de se dire, bon, bah, si tu crées un truc et que tu estimes que ça vaut 90 balles et que ça va apporter ça à la personne, que la personne, elle le comprend bien et qu'elle est prête à dire, je paye 90 balles pour ça, bah, elle a fait un choix d'orienter son attention et son énergie sur un truc. Et donc, toi, tu as fait ton choix d'orienter ton attention, ton énergie pour aboutir à quelque chose, parce que tu penses que ça a vraiment de la valeur, parce que sinon, tu le fais pas, au final, du coup, tu t'arrêtes. Donc, eux, de créer plein de contenus qui vont faire plein de bruit, parce que tu les aboutis pas, parce que tu décroches au bout d'un moment ou quoi que ce soit, bah, tu te dis, je vais faire aboutir ça. Et donc, je vais faire l'effort jusqu'au bout pour qu'il ait de la valeur. Et cette petite couche d'effort qui a vraiment de la valeur, c'est potentiellement ça qui va faire en sorte que tu puisses vraiment être utile pour quelqu'un d'autre qui va se dire je vais mettre moi aussi mon petit bout d'effort financier pour que ça m'apporte cette valeur-là. Et du coup, tu recanalises. Je trouve que c'est un moyen en fait d'utiliser la partie économique pour recanaliser un peu les énergies. Et de se dire, bon bah, si je suis pas capable de me dire que je vais aller au-delà de 50 ou 60% de création sur ce contenu-là pour l'aboutir, c'est qu'en fait, j'arriverai jamais à le monétiser. Et que même si jamais je le release comme ça sur ma chaîne YouTube ou quoi que ce soit, je vais avoir 10 vues ou 30 vues, et qu'en fait, ça va me générer plus de frustration qu'autre chose. Parce que je vais me dire, bah, en fait, ce que j'ai créé, c'est de la merde, et du coup, la manière dont je traite le sujet, c'est pourri ou quoi que ce soit. En fait, on revient sur le dégénératif, régénératif, tu vois, c'est un vrai truc. Pour avoir fait ça pendant très très longtemps, et m'être surtout raconté l'histoire de je fais ça pour moi, step 1, et je me dis, ça peut être utile à d'autres, et je le partage, step 2, ok. Mais maintenant, dans un monde qui a changé, où il y a tout le monde qui fait ça, step 3, aboutir quelque chose, vraiment, pour que ça ait de la valeur pour soi, d'être allé jusqu'au bout, et que ça ait de la valeur aussi pour l'autre. Et au final, on en vient sur le mécanisme très classique que s'il y a de la valeur, et que la valeur, elle est comprise dans l'autre sens, il peut y avoir un échange économique, et donc tu peux te retrouver à un équilibre au moins, sans forcément faire de bénéfices, mais au moins, en effet, juste te rembourser sur ce que tu as fait, quoi. Et la satisfaction aussi d'avoir abouti quelque chose, et la satisfaction d'être utile vraiment à d'autres gens parce qu'ils ont payé pour ça. Enfin, voilà. Essayer d'utiliser l'économie dans le bon sens, parce que c'est pas forcément que négatif de penser argent. Ouais, super atterrissage pour la fin de cet épisode. Voilà, c'est un dernier insight pour passer du gros signal, comme on dit. On te retrouve où, Fabrice? LinkedIn, Twitter? Pour la partie Chief of Staff et accompagnement de boîte, c'est sur LinkedIn. Ouais. Et pour la partie exploratoire, diversité, ouverture, c'est sur ma newsletter. Sur ta newsletter. Donc tu pourras partager les petits liens. Ouais, ça marche. Bah écoute, merci en tout cas. Merci à toi, l'ami. C'était très cool. Ouais, c'est très sympa. À bientôt pour un prochain épisode de TechSource. Ciao. Bye bye.